Sous le préau d'une petite école communale reconvertie en magasin militaire, les soldats se pressent, soulagés de récupérer enfin Rangers neufs et manteaux d'hiver. Pourtant, l'un d'eux, un immense tirailleur sénégalais, qui les dépasse tous d'une bonne tête, brandit son équipement et lance: Ce n'est pas pour repartir en Afrique, ces trucs-là. Les autres ont un rire forcé qui cache mal leur appréhension. Mais le froid les fait tout de même se bousculer pour s'emparer des tenues depuis si longtemps promises. Songeur, Yassir repousse ses sandales en lambeaux, brûlées par la neige, et enfile avec difficulté les Rangers au cuir trop rigide. D'une démarche un peu raide, il se dirige ensuite vers les salles de classe où l'on a installé une infirmerie. Inquiet, il cherche son frère à travers les blessés qui forment une foule kaki, parcourue ici et là d'infirmières en blouse et coiffes blanches, débordées par les soins à donner. Tous se pressent dans l'enfilade des salles de classe où sont les lits parmi les tableaux noirs et les cartes des départements de la métropole avec les noms des préfectures soulignés en caractères gras. Sans ménagement, une jeune infirmière, silhouette menue au visage autoritaire, intime à Yassir l'ordre de dégager le passage pour la laisser travailler. Le goumier marque un temps d'hésitation. Une femme ne devrait pas s'adresser à lui sur ce ton de commandement. Mais il obtempère et s'éloigne toujours soucieux. La jeune femme referme la porte sur lui et se ferait un passage parmi les lits serrés des blessés. Elle n'ose s'attarder sur ces hommes meurtris, gémissant, repliés sur leur douleur ou cherchant des yeux le réconfort d'un tiers. L'école d'infirmière est bien loin. Elle ne peut réprimer un haut le cœur à la vue de la jambe putréfiée d'un soldat alité et lutte contre l'afflux de larmes en filant vers le médecin-chef. Un homme grand et sec, un peu voûté, qui regarde autour de lui avec une expression harassée. Il lui désigne un groupe de Sénégalais massés autour du grand poêle à charbon, vers lequel il se dirige, alarmé. Le docteur demande à l'un des soldats de traduire ses recommandations. C'est interdit de mettre les pieds gelés près de la chaleur. Il faut retourner dans les lits. Les hommes regardent et regagnent leur couche en maugréant, clopinant sur leurs pieds bandés, craquelés, sanguinolents. Mais à peine le médecin et l'infirmière se sont-ils éloignés qu'ils reviennent près du poêle et étendent de nouveau leurs jambes vers la source de chaleur. L'un d'eux approche une chaise pour l'arbi, accroquevillé sur un lit étroit. « Viens là, tu verras, ça soulage. » Mais le jeune goumier ne peut toujours pas se lever. D'un signe de tête, il décline l'invitation. Il regarde les flocons qui tombent finalement et finement au-delà de la fenêtre embuée et ferme les yeux. Il en veut à Yassir de l'avoir entraîné là, si loin du Maroc, de leur douar perché dans les montagnes. Les courses dans le djebel derrière les troupeaux et la mélopée des bergers, reprise de colline en colline, lui manquent cruellement. Il serre les dents au souvenir de l'officier français dans la cour de la caserne. Je sais que vous, autres montagnards, les Eitletlouchen, êtes les meilleurs combattants de l'armée française, bien meilleurs que toutes les autres tribus berbères, et vous le montrerez. Étendu en chien de fusil, il se demande à quoi cela lui aura servi d'être le meilleur s'il revient estropié. Et s'il ne revenait pas?
Le drapeau tricolore flotte sur la petite place grise et gelée du village, que domine un monument aux morts de la Grande Guerre. Le régiment est en rang, au garde à vous, pour une remise de décoration. Le colonel passe ses hommes en revue et s'arrête devant Martinez. Sergent, pour récompenser vos actions brillantes et décisives, ainsi que vos magnifiques qualités guerrières, je vous nomme sergent-chef. Il lui remet ses galons, puis l'embrasse. Martinez est très ému. Il fixe le lointain pour ne pas se laisser aller. Le colonel s'approche ensuite d'Abdelkader, mais continue jusqu'à Leroux. Caporal, je vous nomme sergent pour l'exemple que vous avez donné à toute votre action et toute votre section. Continuez. Dans le rang, Abdelkader se raidit, submergé par l'amertume et la colère. Seul Messaoud perçoit sa déception et lui glisse à l'oreille. Tu aurais fermé ta gueule. Tu les aurais eus, tes galons. Ça sert à rien de l'ouvrir. Abdelkader ne bronche pas. Il regarde les autres féliciter Martinez et Leroux et se réjouit du bruit qui court. Il paraît qu'il y a une fête ce soir, des danseuses, des jolies femmes de Paris. Ils s'éloignent du groupe, étrangers à leur joie. Dans la modeste maison du village, on lui a indiqué ses quartiers. Martinez, empli de fierté, contemple ses galons dans le miroir ovale de sa chambre. Il sourit à son reflet, alors que dans la rue, l'animation va croissante. S'approchant des petits carreaux du logement, il essuie la buée du revers de la main pour regarder les tirailleurs gagner, en riant, la grange où le spectacle doit avoir lieu. Parmi eux, il remarque Saïd, en pleine discussion avec un musicien de la Nouba. Il pousse les battants de la fenêtre pour le héler. « Saïd, viens boire un verre, c'est moi qui régale. » Le grenadier, aussi interloqué que flatté, demande au joueur de fifre de lui garder une place dans la grange et rejoint son supérieur. Un peu intimidé, il pénètre dans la cuisine exiguë. Martinez, qui a rempli 2 verres de whisky, en pousse un vers lui. « Allez, bois. C'est un bon jour pour moi. »« Merci. Je suis fier pour toi, sergent-chef. » Martinez lui montre une chaise et s'assied en face de lui, tout en ouvrant un petit coffre d'acajou. « Vas-y, serre-toi. » Saïd Honoré prend un cigare dans la boîte que Martinez a fait glisser devant lui. Ses yeux brillent de fierté et de reconnaissance quand le sergent le lui allume, mais la fumée le fait tout sauter. Hors du temps, hors de tout conflit, Saïd se sent en confiance. « Je sais pourquoi tu es bon avec moi, sergent-chef. » L'autre est tout à la satisfaction de l'alcool et du précieux tabac, et ne l'écoute que distraitement. Le grenadier prend son silence pour un encouragement à poursuivre. C'est parce qu'on est cousins, on est du même sang. Le sergent-chef manque de recracher son whisky et dévisage Saïd. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Saïd sourit, content de son effet. « Tu es un arabe comme nous. Elle est belle, ta mère, sur la photo. »
Martinez est extrêmement pâle. Il se lève de sa chaise en vacillant et saisit soudain le jeune homme par le paletot. « Salopard, tu as fouillé dans mes affaires ?» Saïd secoue la tête paniqué. Il montre la poche de chemise du sergent et articule avec peine, à moitié étranglé. « Tu la laisses là. Moi je l'enlève pour qu'elle ne s'abîme pas sous le matelas. » L'autre le prend au cou, fou de rage. « Tu ne le répètes jamais, ça, tu entends? À personne. Sinon je te tue, je te tue. » Saïd, terrorisé, ne peut qu'acquiescer. Mais il ne comprend pas la colère du sergent. Il file précipitamment dès que l'autre le relâche, sans demander son reste. Resté seul, Martinez balance rageusement son verre par terre, puis se laisse retomber sans force sur sa chaise immobile, tête baissée. D'une main, il tâte doucement sa poche de poitrine, en sort la petite photo et contemple le beau visage de sa mère. Déchiré entre la honte et un éperdu amour filial. Dehors, Saïd est bouleversé lui aussi. Lorsqu'il pénètre dans la grange voisine, transformée en salle de spectacle, il remarque à peine le regard, ou le grand rideau rouge qui cache la scène. Il est brutalement entraîné jusqu'en haut des gradins par un groupe de tirailleurs impatients d'applaudir les filles. Les soldats se bousculent, parlent d'aller voir en coulisses, mais Saïd reste indifférent à leur excitation. À côté de lui, Abdelkader a les yeux rivés sur le roux, qui reçoit les félicitations d'une horde de sous-officiers. Le jeune sergent, nouvellement promu, croise alors le regard du caporal et perçoit son amertume. Il voudrait aller lui dire un mot, mais les autres le poussent vers le rang du bas, qui leur est réservé, juste derrière celui des officiers. Le roux, gagné par leur joie bruyante, en oublie Abdelkader. Martinez entre à son tour, le visage fermé. Il répond sans chaleur au hurrah que lui adressent les autres pieds noirs et s'assit parmi eux. Dans la salle, les hommes s'échauffent. Un grondement soutenu s'élève de leurs pieds frappant cadence. Les planches branlantes des gradins. Mais le silence retombe lorsque le colonel et les officiers pénètrent dans la salle et s'installent au premier rang. La lumière s'éteint bientôt, plongeant la grange dans l'obscurité. Le rideau hésitant se lève par un coup sur un décor pastoral de tulle et carton-pâte, tandis qu'au pied de la scène, un homme en frac s'installe derrière le piano. Il se tourne vers le public et annonce d'une voix renflante: « La troupe des ballets de l'Odéon va vous présenter une œuvre intitulée « Les Nocturnes de Chopin ». Les officiers applaudissent, imités par les rangs suivants, qui s'en remettent confiants à leur appréciation. Le pianiste commence à jouer. Dès les premières mesures, les soldats échangent des regards déconcertés. Est-ce bien là le divertissement qu'on leur a promis? Fébrilement, les soldats guettent l'arrivée des filles. Soudain, les ballerines en tutu entrent en scène. Un silence curieux accompagne leur première arabesque. Bientôt, leur pointe et leur attitude corsetée provoquent des rires, leur grand écart de la gêne. Seul le colonel, les capitaines et les lieutenants français s'appliquent à goûter le spectacle. Derrière, l'hilarité gagne la salle. Des chutes autoritaires fusent. Des sifflets leur répondent.
Chez les tirailleurs, l'impatience le cède à une colère ironique. Messaoud n'y tient plus. Il glisse à Djellali. Moi je m'en fous, je prends ma permission. Je vais à Marseille. Durieux et quelques officiers se retournent vers les fauteurs de troupes exaspérés. Incapable de se maîtriser davantage, Abdelkader est l'un des premiers à se lever. Brusquement, il traverse le rang et sort. Messaoud saisit l'occasion pour lui emboîter le pas, suivi de nombreux autres, dont Saïd. Le colonel furieux de l'anarchie qui règne dans les gredins empêche cependant Durieux de sévir. Il préfère laisser les hommes sortir pour pouvoir suivre tranquillement la fin du ballet. Retrouvant leur calme à l'extérieur, des tirailleurs imitent les danseuses en caricaturant leur entrechat, pendant que d'autres, formant un chœur, improvisent un chant rebelle. La France est notre mère, c'est elle qui nous nourrit avec des pommes de terre et des faillots pourris. Abdelkader interrompt leur rire en leur demandant d'approcher. Un attroupement se forme autour du caporal juché sur une cantine. On se bat avec les Français comme des frères. Il faut qu'ils nous en donnent un peu de leur égalité et de leur fraternité. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.